Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction du cas de synthèse, l'AFSA. Pour ce cas de synthèse, il nous est demandé à la fois de travailler sur le bilan et sur le compte de résultat de cette société sur une durée de 3 ans afin de pouvoir en faire une analyse et un commentaire. J'ai préparé ma feuille de calcul pour cela. J'ai reporté bilan, compte de résultat, quelques annexes. Et puis, vous le voyez notamment ici pour la structure financière, j'ai déjà mis une première trame de tableau. Je vais commencer par la structure financière, c'est-à-dire m'intéresser au fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie, et puis quelques ratios de rotation qui peuvent l'accompagner. Alors, dans mon tableau, la partie haute va me permettre de parler du fonds de roulement net global. Pour ceci, eh bien, je vais commencer par l'année N-2 en disant, eh bien, je vais reporter ce qui va être toutes mes ressources stables permettant de financer l'actif stable. Alors, au niveau de mon passif stable, je vais avoir le capital. Je vous le mets en rouge, vous verrez pourquoi. J'ai mon capital. J'ai également une autre source de financement stable, c'est la dette financière. Je la prends en faisant aussi attention qu'il n'y ait pas de seul créditeur de banque, ce qui n'est pas le cas pour l'année N-2. Ça se passe bien. Je mets aussi la dette financière en rouge. J'ai donc là les deux ressources externes importantes qui permettent le financement de tout ce qui va être actif stable. Et puis vous vous souvenez, j'ai d'autres choses qui va pouvoir impacter mon financement stable. J'ai la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, on avait vu en cours qu'il y avait plusieurs éléments qui la composaient. Cette capacité d'autofinancement, il y a dedans le dividende, il y a les réserves et il y a l'ensemble de tout ce qui est dotation aux amortissements et provisions. Ça, c'est l'intégralité de la CAF. Si je regarde mon bilan, eh bien, je m'aperçois que j'ai le résultat. Ça correspond bien aux dividendes plus les réserves de l'année. J'ai aussi les réserves antérieures et j'ai les amortissements qui ont été cumulés au fil des ans. C'est-à-dire que sur les trois éléments que je viens vous montrer ici, j'ai plusieurs années de CAF. Plus exactement, j'ai la CAF que l'entreprise a pu utiliser depuis sa création, qui apparaît ici. C'est pour ça que dans mon tableau, je vais prendre toutes les réserves, 1124 pour l'année N-2, le résultat de l'année, 775, et le cumul des amortissements qui apparaît à l'actif du bilan, amortissement et provision. Ici, dans mon bilan simplifié, je n'ai que des amortissements pour 5793. 7793. J'en fais la somme et ça me donne l'intégralité de mes capitaux stables pour l'année N-2. Je vais faire la même chose pour les deux années suivantes. Donc moi je copie vers la droite mon document. Je fais juste attention à l'emprunt bancaire, puisque en N-2, N-1, je n'ai pas de seul créditeur de banque. Par contre, en N, j'ai pour 294 de solde créditeur de banque. Je vais donc corriger de ce montant l'emprunt de l'année N. Voilà mes trois montants de capitaux stables. 14 692 pour N-2, 15 949 pour N-1 et 16 544 pour l'année N. Maintenant, je vais reporter l'actif stable. Dans mon bilan, ici les choses vont également très vite.
les seuls éléments qui correspondent à l'actif stable, c'est la valeur de nos immobilisations brutes. Je vais les faire apparaître ici, en les reportant. N-2, 8633 et 11 844 et 12 621 pour les 2 années suivantes. Ayant le montant du financement stable, de mes ressources stables, ayant le montant de mon actif stable pour l'année N-2, j'ai alors le FRNG qui apparaît. Je le calcule pour les 3 années. Première étape faite. Maintenant, occupons-nous du besoin en fonds de roulement. Ici, plus exactement, je vais vous faire un calcul du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Simplement parce que dans mon bilan, qui est très simplifié, je n'ai rien qui est hors exploitation. Si vous regardez, je n'ai pas, par exemple, de créances diverses, comme je n'ai pas de dettes diverses. Pour ce calcul-là, je vais avoir besoin de faire apparaître l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation. Commençons par l'actif circulant d'exploitation. Il est constitué des stocks et de tout ce qui peut ressembler à des créances d'exploitation. Ainsi, je prendrai le stock de matières premières, 1140. Le stock des produits en cours, c'est-à-dire des produits qui sont en train d'être fabriqués, mais qui n'ont pas été terminés durant l'année N-2. Je prendrai également le stock de produits finis. Ensuite, vient le moment de s'occuper des créances. Il y a des créances clients pour 2514 et des effets à recevoir pour 1207. J'ai alors la somme totale de mon actif circulant pour l'année N-2 qui apparaît, 5837. En tirant vers la droite mes calculs, j'obtiens alors l'actif circulant des 3 années. Vient maintenant le calcul du passif circulant. Même chose. Pour ceci, je vais prendre la dette fournisseur de l'année N-2 et je vais prendre la dette fiscale de l'année N-2. Ce qui fait que pour cette année-là, le passif circulant est de 2533. Le calcul fait en N-2 peut être reproduit pour les 2 années suivantes, soit un passif circulant de 3725 en N-1 et 5593 pour l'année N. Ayant actif et passif circulant d'exploitation, je peux calculer le besoin en fonds de roulement d'exploitation différence entre les deux, soit 3304 pour N-1, 2370 pour N-1 et 3465 pour N. Pardon, je me suis trompé, 3304, c'était bien sûr N-2. Deuxième étape effectuée, maintenant occupons-nous de la trésorerie. La trésorerie est obtenue en confrontant, première méthode de calcul, la trésorerie d'actifs à la trésorerie de passifs. Pour N-2, ma trésorerie d'actifs, ce sont les disponibilités. Pour la trésorerie de passifs, ce sont les soldes créditeurs de banque qui sont égales à 0. Et la trésorerie nette, c'est la différence entre les deux, soit 2755 pour l'année N-2. J'en profite pour dupliquer le calcul en N-1 et en N. La trésorerie est alors de 1735 et de 458. J'en profite pour faire le deuxième calcul possible. Le deuxième calcul possible, c'est de dire la trésorerie nette, c'est une résultante. C'est-à-dire c'est ce qu'il reste de la différence entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement de l'entreprise, ici d'exploitation. Je vais donc reprendre
le FRNG calculé précédemment, pour N-2, 6059. Je vais reprendre le besoin en fonds de roulement qui ici n'est que d'exploitation, 3304. Pour un autre cas, si on avait du hors exploitation, bien sûr je le prendrais. Et ma trésorerie nette est la différence entre les deux, soit une trésorerie nette de 2755, la même que calculée dans le cas de tableau précédent. J'en profite pour refaire une duplication vers la droite pour n-1 et n. On retrouve bien les mêmes montants. Pour m'aider dans ma réflexion, eh bien, je peux par exemple ici faire des taux de variation. Dire je peux faire un taux de variation sur la période, dire ainsi, eh bien, la trésorerie était de 2755 l'année N-2, elle est de 458 l'année N. Voyons comment elle a donc varié. On a perdu ici 83% de notre trésorerie nette entre N-2 et l'année N. Je peux également faire une variation d'une année sur l'autre en disant, eh bien, voilà, pour l'année N-1, j'étais à 1735, pour l'année N-2, 2755, j'ai eu 37% de diminution de ma trésorerie entre ces deux années. Calcul que je vais dupliquer pour l'année N. Et entre N-1 et N, 73% de diminution de notre trésorerie. Alors je peux vous faire là un petit commentaire déjà qui nous permettra de muscler notre commentaire final uniquement sur la structure financière. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien on peut remarquer tout d'abord que le fonds de roulement net global connaît une diminution sur l'espace des 3 années. Si vous regardez, j'ai presque perdu 2000 de fonds de roulement net global entre N-2 et l'année N. Ceci est d'autant plus étrange que si vous regardez votre compte de résultat, je descends dessus, on est face à une entreprise qui connaît une croissance. On est passé de 16 000 à 25 000 de chiffre d'affaires. C'est surprenant mais pas étonnant. Face à une entreprise en croissance, on peut très bien effectivement se rendre compte qu'il y a des investissements importants à faire. Vous l'avez vu au niveau des immobilisations, on a près de 4 millions d'immobilisations supplémentaires. Notre entreprise a dû trouver de quoi les financer. Ce financement ne s'est pas fait par l'augmentation de capital, elle s'est fait un tout petit peu par les réserves que vous voyez augmenter. Elle s'est fait pas non plus vraiment par de la dette financière, puisque celle-ci passe de 1000 avec un pic à 1005 pour revenir à 1100. Et puis l'amortissement augmente, mais c'est logique puisque la quantité d'immobilisation a augmenté, et un résultat eh bien, qui lui a diminué dans le même temps que l'on avait une augmentation de notre chiffre d'affaires. Ça, on le verra un peu plus bas, mais ce qui veut dire qu'on a une entreprise qui se développe fortement, augmente son chiffre d'affaires, mais en termes de résultats, eh bien, on est face à une rentabilité que l'on sent déclinante. Cette entreprise qui grossit beaucoup a sans doute beaucoup de mal à conserver une cohérence, à quelque part conserver la même manière de fonctionner. Au niveau du besoin en fonds de roulement, mais la tendance se confirme. Si vous regardez, notre fonds de roulement a légèrement augmenté sur la période. Pas énormément, mais augmenté. Et cette augmentation, c'est dû essentiellement, si vous le voyez, à une augmentation des stocks. C'est pas tellement au niveau de l'augmentation des créances clients, même s'ils augmentent un peu, mais on a quand même des stocks qui ont beaucoup augmenté, tant du côté des matières premières que des produits finis. On n'a fait que les augmenter. Ce qui va limiter l'augmentation du BFR, vous voyez, c'est ce que l'on voit ici, c'est que les dettes fournisseurs
eh bien, passe de 963 à 3103. On a un plus que triplement de la dette fournisseur. Alors, ces deux éléments eh bien, se retrouvent au niveau de la trésorerie. Ce que l'on a vu il y a quelques instants. Notre trésorerie ne fait que diminuer, et diminue que très fortement entre N-2 et N. On était à 2755 en N-2, on finit N à 458. On a 2,3 millions, enfin on a 2300 de trésorerie nette qui a disparu dans la bataille. Et la situation devient tendue à tel point que notre entreprise voit apparaître en N pour la première fois des seuls créditeurs de banque. 83% de trésorerie nette a disparu. Passons maintenant à la deuxième partie de la structure financière, c'est mettre en place, si on y arrive, des ratios de rotation. Donc ici on a 3 stocks différents, ça va donner lieu à 3 calculs de ratio de rotation, et on a également les créances clients et les dettes fournisseurs que l'on va essayer de mettre en avant. Je vais commencer tout d'abord par la matière première. Le calcul, eh bien, je vais le faire de la manière suivante. Je vais dire, je vais prendre le stock initial de matière première, lui rajouter le stock final en divisant tout cela par 2, ce qui me permettra d'obtenir le stock moyen sur l'année. Ici, je peux me permettre, j'ai l'un comme l'autre. Et tout ceci, je vais le diviser par la quantité, plutôt la valeur de la matière consommée durant l'année. Voulant obtenir un nombre de jours, je multiplie par 360. Voilà donc notre calcul. Il me faut le stock initial, il me faut le stock final, ça me fait ma moyenne de stock sur l'année, puis je divise ça par la valeur de la matière consommée. Commençons donc pour l'année N-2. Pour l'année N-2, j'ai une difficulté. Pas très importante, mais qu'il va falloir quand même lever. Pour l'année N-2, je connais le stock final. Si vous regardez le bilan, j'ai effectivement 1140 de stock final. Par contre, je n'ai pas le stock initial de l'année N-2. Je ne l'ai pas, mais je peux le retrouver. Regardez bien. Le stock initial, de l'année N-2, c'est peut-être de dire, j'ai le stock final, mais dans mon compte de résultat, un peu plus bas, je retrouve la variation du stock de matières premières. Mon calcul est alors le suivant. Je prends le stock final et je lui rajoute la variation de stock. Ici, moins 375. Pour obtenir la moyenne, je divise par 2. J'ai maintenant mon stock moyen sur l'année de matières premières. Il me faut maintenant la matière consommée durant la période. La matière première consommée durant la période, je l'obtiendrai de la manière suivante. Je vais prendre le stock initial, donc même manip que tout à l'heure, stock initial, je rajouterai les quantités achetées et je retrancherai le stock final. Logiquement, ce qui reste, c'est ce qui a été consommé. Vous rappelez tous cette égalité. Stock initial plus achat égale stock final plus consommation. Donc, je vais faire ce petit calcul. Mon stock initial, eh bien, je vais de nouveau me le recalculer. C'est 1140 et, comme tout à l'heure, les 375 de variation de stock. Je vais rajouter à ceci
les achats de la période, les 5805 qui sont ici. Et enfin, je retranche la valeur de mon stock final, 1140. Tout ceci multiplié par 360 pour avoir le nombre de jours. Voici le nombre de jours, ratio de rotation. Un élément en stock reste 63 jours avant d'en sortir pour être consommé. Ça c'est pour la matière première en N-2. En N-1, le calcul est complètement similaire. Je vais me permettre de ne pas vous le faire puisque vous avez vu le premier est particulièrement long. N'hésitez pas à revenir dessus, on est sur la même approche. On a alors pour N-1 61,88 jours pour le stock de matières premières et 75,10 pour l'année N. Pour les encours et les produits finis, bien je ne peux pas les calculer simplement parce que je n'ai pas du tout les consommations. Et c'est tout le problème, c'est que je sais très bien quelle est la matière première consommée, c'est pas le souci. Par contre, je ne sais pas cette matière première consommée, si elle a été consommée pour les produits finis ou par les encours, ou plus exactement, je ne connais pas les proportions de la consommation. Comme je ne connais pas non plus la manière dont on a pu utiliser la main-d'œuvre, l'énergie, etc. Donc typiquement, en analyse financière, c'est plutôt assez compliqué d'aller faire ce calcul quand on a des encours et des produits finis en même temps. Donc là, je suis coincé. Maintenant, je vais aller faire ces calculs sur les créances clients et les dettes fournisseurs. Je vais commencer par la créance client. Dans l'idéal, il faudrait que j'ai le montant de la créance client en début d'année et le montant de la créance client en fin d'année, ce qui me donnerait alors la moyenne. Par contre, là je suis coincé. Je pourrais faire ce calcul sur N-1 et N, mais par contre, quand je vais faire ce calcul sur N-2, j'ai le montant de la créance finale de fin d'année, j'ai pas celui de début d'année. Donc là, je vais faire quelque chose qui est peut-être pas très joli, qui est un peu différent de ce que j'ai pu vous montrer par le passé. Mais mon calcul, ce sera alors de prendre seulement la créance client de l'année, donc de fin d'année, auquel je ferai également le rajout de l'effet à recevoir. Là, j'ai tout ce qui va tourner autour de mes créances. Et je vais diviser ça par les ventes TTC. Et pour avoir un nombre de jours, de nouveau, fois 360. Là, on est face à un calcul qui va donc nous faire naviguer entre compte de résultat et compte de bilan. C'est parti. Je commence par aller chercher les créances clients. Je remonte dans le bilan. Pour l'année N-2, 2514 plus 1207 d'effets à recevoir. Ceci, maintenant, je vais le diviser par le montant des ventes TTC. Cela me fait descendre sur le compte de résultat. Je vais donc prendre le montant de mes ventes, mon chiffre d'affaires, la production vendue, 16 337. Ce montant est un montant hors taxe et je rajoute la TVA sur les ventes en N-2 qui est à 4163. Puis multiplication par 360. En moyenne, un client en N-2 met 65 jours pour payer ce qu'il doit, c'est-à-dire plus de 2 mois. Le même calcul
va se faire pour n-1 et pour n. Je vais ainsi dupliquer notre calcul en tirant vers la droite. En n-1, 50 jours, en n, 52 jours. Enfin, pour terminer, calcul du ratio de rotation des crédits fournisseurs. Pour ceci, j'ai le même problème que ce qu'on a déjà rencontré juste avant. Je n'ai pas le montant de la dette fournisseur début d'année, donc je vais devoir faire mauvaise fortune bon cœur. Je prends la dette fournisseur fin d'année et je ferai le même calcul pour toutes les années pour ne pas avoir quelque chose qui soit différent dans le mode de calcul. Je rajouterai à ceci les éventuels effets à payer. Ensuite, division par le montant des achats TTC, puisque la dette fournisseur dans le bilan figure TTC, et ceci est multiplié par 360 jours. Alors c'est parti pour le calcul. Je monte dans mon bilan. Je prends mes dettes fournisseurs, 963, ici je n'ai pas d'effet à payer, et je divise tout ceci par le montant des achats de la période. Ceci me demande de descendre au niveau de mon compte de résultat. Mes achats, eh bien ça va être des achats de matières premières, mais aussi des charges externes. Charges externes, ça peut être de la location de véhicules, des frais de voyage, de salon, de publicité, autant de choses que je peux régler sur facture. Et je rajoute à tout ceci la TVA qui l'accompagne, 1195 en n-2. Ceci étant fait, je multiplie par 360. On est alors à 33 jours pour notre dette fournisseur. Je duplique le calcul vers la droite et vous retrouvez alors à 44 jours puis 67 jours pour les années N. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien là je pense que ces chiffres vous les voyez plutôt assez parlants. On a trois fluctuations, deux qui vont dans le même sens. Première chose, on voit une augmentation des stocks, mais ça on l'avait déjà pressenti quand on était en train de faire nos calculs de besoins en fonds de roulement d'exploitation. On passe de 63 jours de consommation en N-2 à 75 jours de consommation pour nos stocks de matières premières. On a rajouté 12 jours de stock. Quelque part, on comprend la logique de l'entreprise, elle a un fort développement de son chiffre d'affaires, qui nécessite un fort développement de la production. Et si vous avez un fort développement de votre production, vous ne voulez pas avoir un problème d'alimentation, donc vous avez augmenté vos achats. Le problème, c'est que quand vous avez une telle croissance, il est difficile de tomber juste au niveau de vos achats, ça finit en stock. Deuxième mouvement, c'est le mouvement sur la créance client. Là, vous voyez qu'on a un mouvement qui est un mouvement de diminution. On a perdu 13 jours sur la période. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment que la trésorerie avait beaucoup diminué. On est face à une entreprise qui a de moins en moins de liquidités. Et peu à peu, elle va mettre en place, ici ça se voit très bien, une politique de paiement pour les clients, de plus en plus restrictive. Là où il prenait plus de 2 mois, et bien maintenant on est passé en dessous de 2 mois. Le troisième sens de variation, c'est celui de la dette fournisseur. Par le passé, on avait un mois de délai de règlement pour nos fournisseurs. En N, eh bien, on a doublé la mise, on est passé à 67 jours, on dépasse les 2 mois. Pourquoi? Ben, là aussi, l'entreprise, sa situation est très claire,
elle a très très peu de trésorerie, elle se bat pour que les clients payent pour que derrière la trésorerie puisse encore être positive, on peut moins facilement payer les fournisseurs. Et surtout, on les paye de moins en moins rapidement, on laisse un peu traîner, ça évite de se mettre en trésorerie négative. Là, c'est les fournisseurs qui en fait financent une partie de la croissance. Passons maintenant à la deuxième partie de l'étude, suivie de la rentabilité et de l'autofinancement. Il nous est demandé de faire quelques calculs de SIG, production, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, et puis ensuite calculer la capacité d'autofinancement et des ratios de rentabilité. Commençons par nous occuper donc des premières demandes. Pour ceci, je vais commencer par la production et la valeur ajoutée. En N-2, eh bien, je vais aller chercher la production qui est de 16 137. Et je rajoute à celle-ci la production stockée et la production sous forme d'encours. J'ai alors une valeur de production qui est de 16 359. Et ceci est duplicable en N-1 et en N. Là, on voit très bien ce que l'on avait déjà perçu dans la première partie. Notre entreprise connaît une croissance plutôt importante de sa production et une croissance importante de sa production vendue. Je peux, si vous le voulez, calculer la croissance du chiffre d'affaires sur la période. Là, on a quand même une entreprise qui connaît 55% d'augmentation de son chiffre d'affaires sur 3 ans. Au passage, vous remarquerez que cette entreprise a très fortement augmenté sa production vendue, mais vous retrouvez ce qu'on a vu, c'est l'augmentation des stocks qui tant d'encours que de produits finis, mais surtout des encours. Maintenant, calculons la valeur ajoutée, c'est-à-dire prendre la production et retrancher les éléments qui viennent de l'extérieur. On a ainsi de la matière première qui a été achetée en N-2 5805 avec la variation de stock qu'on a déjà rencontrée, et je rajoute à ceci les charges externes. La valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation de matière moins les charges externes. On est à 7493 de valeur ajoutée. Je duplique pour les 2 années qui suivent. Alors là aussi, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que la valeur ajoutée augmente. La valeur ajoutée augmente. Je peux dupliquer mes pourcentages et puis faire un peu de ménage parce qu'il y a des choses qui m'intéressent peu. Ce que l'on voit, c'est que la valeur ajoutée augmente de manière plus importante que n'a augmenté la production et surtout le chiffre d'affaires. 74% de valeur ajoutée supplémentaire. Comment je peux l'expliquer? Je peux l'expliquer parce que j'ai deux tendances inverses qui apparaissent. On a une entreprise qui fabrique plus, mais paradoxalement, vous le voyez ici, fabriquant plus, elle consomme proportionnellement plus de matière. Pour 55% de production fabriquée en plus et vendue, on a 62% de matière consommée en plus. Là, on a deux possibilités, hein. C'est une augmentation du prix, c'est une augmentation aussi des quantités consommées. Deuxième variation, mais cette fois-ci qui est à signification inverse, les charges externes augmentent, donc tout ce que je cherche à l'extérieur augmente, mais de manière beaucoup moins proportionnelle. J'ai que 32% d'augmentation de mes charges externes. Là, ce que je me permettrai d'avancer, mais c'est qu'une hypothèse, il faudra aller plus loin,
c'est que cette moindre augmentation de charges externes va traduire deux choses. Déjà, une économie d'échelle. En ayant 55% d'activité en plus, certaines charges fixes tournent à pleine capacité. Et puis, deuxième hypothèse, mais là, toujours à vérifier, mais pas dans nos documents, ils ne sont pas assez nombreux. Notre entreprise a très fortement augmenté ses équipements, on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire aussi qu'elle a moins besoin certainement de passer par de la sous-traitance de fabrication, c'est-à-dire de la sous-traitance de capacité. Elle a installé de quoi suivre sa croissance. Donc quand vous avez une augmentation forte dans un sens et une augmentation plus faible dans l'autre, ça se connaît au niveau de votre valeur ajoutée. Maintenant, regardons l'excédent brut d'exploitation. Pour le calculer, j'ai besoin de reprendre la valeur ajoutée vue juste avant. À celle-ci, je vais retrancher les charges de personnel. Je vais retrancher également les impôts, taxes et versements assimilés. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation est de moins 2, va être de 2148. Je duplique le calcul pour n-1 et n. Et là, écoutez, là c'est la surprise, puisque l'excédent brut d'exploitation, visiblement, est en train de diminuer. Je duplique mes pourcentages. Et effectivement, vous voyez que j'ai une diminution de mon EBE, alors que la valeur ajoutée a augmenté de 74%, l'excédent brut d'exploitation, lui, a diminué de 11%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, l'explication, ça vient de la charge de personnel. La charge de personnel a augmenté de 110%. Vous le voyez très bien au niveau des chiffres. Là, depuis le début, on est en kilo-euros. En N-2, on a pour un tout petit peu plus de 5 millions de charges de personnel. On l'a doublé. On est passé à 10, presque 11 millions de charges de personnel en N. Donc on a une entreprise là qui, très certainement, est en train d'anticiper une croissance, mais croissance qui n'est pas encore à son niveau maximal. 55% de production vendue supplémentaire, 61% de production totale en plus, 110% d'augmentation des charges de personnel. Donc ici, une entreprise qui a engagé massivement, mais qui n'a pas soit encore atteint le maximum de ses ventes, soit il y a eu une erreur de prévision, ce qui explique le BE qui n'a pas suivi. On va continuer. Maintenant, intéressons-nous à la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On va la calculer des deux manières que l'on connaît, depuis le résultat et puis également depuis le BE. Depuis le résultat, il me faut prendre le résultat de l'entreprise. En N-2, 775 de bénéfices. Et il me faut lui rajouter la valeur des dotations d'amortissement et de provisions. Que ce soit des dotations aux amortissements d'exploitation, financiers ou exceptionnels. Ici, on n'a que des dotations d'exploitation. Ce qui me fait une CAF de 1282 pour N-2. Je duplique le calcul encore pour les 2 années à suivre, ce qui nous fait 1262 et 1310 de CAF pour les années suivantes. Pas de surprise, hein, la CAF finalement augmente peu, voire très peu. Deux explications. Une baisse du bénéfice, c'est logique. Même si le chiffre d'affaires augmente fortement, eh bien, l'augmentation des charges se fait encore pour certaines beaucoup plus fortement. On l'a vu juste avant. Pour ce qui est des dotations d'amortissement et provisions, eh bien, c'est avant tout de l'amortissement et de l'amortissement qui augmente annuellement parce qu'on a beaucoup augmenté nos immobilisations. Mais il y a la croissance. Je peux là aussi vous faire un petit calcul. Allez, je duplique vers le bas mes pourcentages. 37% de diminution de bénéfices, 62% d'augmentation des dotations aux amortissements,
au final, la CAF n'augmente que 2%. C'est complètement insignifiant en termes d'augmentation. Je vais aussi me faire ce calcul depuis l'excédent brut d'exploitation. Ça me fait remonter un tout petit peu et reprendre les 2148 que l'on avait vus en N-2. À ceci, j'enlève toutes les charges qui ont une dimension monétaire et je rajoute tous les produits qui ont une dimension également monétaire. Tout le virtuel, je ne le prends surtout pas. Donc là, je fais un tri rapide. Qu'est-ce qui est encore monétaire après le passage par le BE? Bien ici, vous voyez, le BE s'arrêtait aux charges de personnel, dotations d'amortissement virtuelles, charges financières, ça c'est bien réel, impôt sur les bénéfices, ça c'est bien réel, et du côté des produits, et bien là, de mon petit compte de résultat, j'ai pas grand chose de plus. Donc ça va se limiter à retrancher les charges financières et retrancher l'impôt sur les bénéfices. La CAF N-2, après ce calcul, est de 1282, la même que vue précédemment. Je duplique, tout est pareil. Là, c'est vraiment pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Maintenant, cette entreprise, on a vu que elle n'avait pas vraiment financé son développement par la dette financière. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas le faire? La capacité d'endettement m'en dira plus. Je vais calculer celle-ci. Pour calculer ma capacité d'endettement, je prends la capacité d'autofinancement et je la divise par le montant des dettes financières de l'année. Alors, faisons ce calcul pour N-2. Ma CAF, 1285. Je vais prendre la dette financière. Pour ceci, je remonte au bilan. Dette financière, 2000. J'ai un ratio de 1,28. Je le duplique pour les 2 années suivantes. Première interprétation, on se le gardera pour la suite. Ce ratio de capacité de financement, toujours inférieur à 3, c'est-à-dire 3 années de CAF. Le raisonnement est donc le même que ce qu'on a pu voir déjà par le passé. Une entreprise, on lui demande de pouvoir rembourser ses dettes financières au maximum en 3 ans si elle y consacre l'intégralité de ses capacités de financement. Donc là, on est face à quelque chose qui va en s'améliorant par 2 à 28 pour passer à 0,94 de capacité d'endettement. On est face à une entreprise qui, là, semble avoir une bonne capacité d'endettement, en tout cas sans aucun problème. J'en profite pour ajouter un petit point. Je remonte sur mon bilan, et vous voyez, je compare par exemple le montant du capital au montant de la dette financière, pour chacune des années. Vous apercevez en fait que là, quand on a pour 1 euro de dette, on a 6 euros de capital qui est en face. Donc là aussi, on est face à une entreprise dont on peut dire qu'elle a plutôt une très bonne autonomie financière. Il semblerait qu'on n'ait pas trop de soucis face à un banquier pour emprunter au besoin. Pour terminer, et bien maintenant, des calculs de ratio de rentabilité. 2 nous sont demandés. Tout d'abord, la rentabilité financière. Je l'obtiendrai en prenant le résultat net que je diviserai par le montant des capitaux propres de cette entreprise. Allons-y. Donc résultat net, je le prends dans le résultat. Pour l'année N-2, 775. Et je divise ceci par les capitaux propres, ce qui me fait revenir au bilan. Les capitaux propres, c'est le capital, plus les réserves, plus
notre résultat. Je suis avec une rentabilité de 9,81%. Je duplique pour les 2 années suivantes. Pas de surprise, nous avions vu le résultat qui baissait. On a la rentabilité qui suit le même chemin. On termine à 6% de rentabilité financière la dernière année. Deuxième ratio, la profitabilité de l'AFSA. Cette profitabilité, pour la calculer, je peux partir d'une profitabilité qu'on va dire brute. Je prends le BE que je vais diviser par le chiffre d'affaires hors taxe. Le BE, eh bien là aussi on l'avait calculé, 2148 pour l'année N-2, et je divise ceci par la valeur de la production vendue, notre chiffre d'affaires. Je suis à 13,15 et je la duplique pour les 2 années suivantes. Là aussi, écoutez, la surprise n'en est pas une. On avait vu le BE décliner de 11% sur la période. La profitabilité suit le même chemin. On a une augmentation forte du chiffre d'affaires et un EBE qui n'a pas augmenté, bien au contraire. Donc la profitabilité décline. Je peux interpréter de la manière suivante. Quand on a 100 euros de chiffre d'affaires en N-2, on a 13 euros de BE qui est apparu. En N-1, plus que 9,5 et en N, plus que 7,5. Voilà, la partie calcul est terminée. Je vais très rapidement maintenant faire un commentaire, synthèse de tout ce qu'on a pu voir. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que là, on est face à une entreprise en plein développement, sur un marché qui doit l'être également. Une entreprise qui investit fortement dans des immobilisations de production. La conséquence est que la production augmente, les chiffres d'affaires augmentent aussi. On a vu tout ceci. Le contre-coup de cela, eh bien, c'est que les investissements, il a fallu les financer. On a consommé une grande partie des capitaux disponibles. Et c'est avant tout, et je reviens sur le tableau, le premier tableau qu'on a fait, c'est avant tout un usage des capitaux propres et de la CAF qui permet le financement des 4 millions d'immobilisations supplémentaires. Le contre-coup de la croissance, qui est une croissance qui n'est pas complètement digérée et complètement rationnelle, c'est que on voit augmenter les stocks de l'entreprise, notamment des stocks de matières premières, un tout petit peu augmenter les créances clients, et on est obligé de passer par une forte augmentation des dettes fournisseurs pour arriver à conserver un minimum de trésorerie, celle-ci ayant fondu durant la période. On voit que c'est un développement qui demande encore un peu d'adaptation de la part de l'entreprise, simplement parce que c'est une entreprise qui se met à consommer plus de matières premières que par le passé en valeur, qui a du mal à trouver le bon gabarit de ses achats, elle achète plus que ce qui était nécessaire pour la production, c'est une augmentation de stock qui est cachée derrière. Et comme elle a anticipé fortement son développement, c'est plus de personnel, on a doublé la charge de personnel. Ce qui se traduit alors par une baisse forte de rentabilité pour cette entreprise-là, de profitabilité également. Donc les 2 points que l'on peut recommander à suivre, c'est tout d'abord suivre la productivité du personnel, parce que là, en ayant doublé la charge de personnel, il faut espérer que l'on a entre guillemets un retour sur son investissement, que ces gens-là vont être tout aussi productifs et permettre de continuer à augmenter la production. Autrement, on a un vrai problème. Et le deuxième point, c'est que vu la faiblesse de notre trésorerie nette, vu la diminution régulière de notre résultat net, eh bien, il va falloir que l'on trouve le moyen d'avoir plus de FRNG. Plus de FRNG, ça passe soit par l'augmentation de capital, ce qui va être relativement compliqué parce que vous voyez que la rentabilité financière a diminué. C'est nettement moins intéressant de devenir associé
Et si on augmente le capital, ça risque de l'être encore plus par la suite. Par contre, l'autre source de financement, ça peut être de passer par l'emprunt, et l'emprunt est entendable, parce que si vous vous souvenez, on a une capacité d'endettement qui est très bonne, et qui va en s'améliorant. Et par ailleurs, une autonomie financière qui reste très bonne, 1 € de dette financière pour 6 € de capital amené par les associés. Donc là, le conseil qu'on donnerait, c'est augmentation de la dette financière. Ça donnerait plus d'oxygène au niveau de la trésorerie nette. Ça permettrait de relâcher un peu la pression, notamment sur les clients. Et puis surtout, un gros travail en termes de productivité, puisque là, on a quelque chose qui nous impacte beaucoup, c'est la charge de personnel, et il faut espérer également que les investissements en équipement soient utilisés à pleine capacité, parce que derrière, ces nouveaux équipements, c'est plus de dotations d'amortissement, donc c'est donc plus de charges. Voilà pour ce petit diagnostic de notre entreprise, l'AFSA. Je vous remercie de votre attention.